Bonjour, comme vous le savez, moi c'est David Villeneuve-Benoît et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de fin d'études en contrôle des matériaux. Mon projet porte sur l'effet des conditions de laminage à froid et de recuit sur la microstructure et la formabilité d'alliage d'aluminium pour le projet PARC dirigé par le CMQ. La présentation va donc se diviser comme suit. Soit une introduction, l'objectif de mon projet, un petit peu de théorie, la procédure expérimentale, les résultats incluant l'analyse ainsi qu'une conclusion. Tout d'abord, à titre d'introduction, je vais vous parler de l'importance du projet ainsi que du laminage. Le laminage est peu étudié au Québec présentement et pourtant, c'est un procédé très utilisé puisque 40% des produits finis d'aluminium sont laminés. Avec ce projet, le CMQ pourrait se positionner comme la référence au Québec en recherche sur le laminage. Le Cégep de Trois-Rivières, avec son programme de technologie du génie métallurgie, profitera aussi de l'expérience acquise pendant ce projet parce que les enseignants pourront bénéficier de plusieurs de leurs cours en y incluant les résultats de cette étude. L'augmentation de la transformation de l'aluminium au Québec est l'une des priorités du gouvernement du Québec et ce projet pourrait y contribuer en favorisant le développement de nouveaux produits d'aluminium laminé, embouti et estampé. Le but principal du projet est de faire des essais mécaniques et métallographiques afin de trouver la séquence thermomécanique optimale afin d'améliorer la formabilité des pièces d'aluminium pour l'industrie automobile. Pour ce faire, plusieurs paramètres sont mis à l'étude, dont l'alliage, le taux de réduction de laminage, la température et le temps de revenue, etc. Le contenu de cette présentation prendra en compte que la modélisation de base pour le laminage à froid afin de trouver la séquence de laminage optimale pour détenir l'alliage idéal pour se prêter à ce type de mise en forme. Cela permet à l'ingénieur de détenir un dossier solide et données de base pour le projet en général. L'aluminium est un métal ayant une structure cristalline cubique face centrée. C'est ce qui lui donne sa grande capacité à se prêter à la mise en forme, ce qui en fait aussi un métal de prédilection pour le traitement de mise en forme par laminage. Ceci provient surtout du fait que cette maille est plus dense qu'une maille cubique centrée, comme le fer à température ambiante. Ceci permet donc la facilité du mouvement des plans à bouger en cisaillement. Le laminage est en fait un procédé mettant en fonction deux rouleaux de même diamètre et tournant en sens inverse à la même vitesse et ces rouleaux sont fixés dans un mécanisme vertical sur l'appareil permettant de distancier ceux-ci afin d'ajuster la pression émise sur l'échantillon analysé. Lorsque l'on rapproche les rouleaux, la pression augmente sur l'échantillon. Ce type de laminage conventionnel s'appelle un laminage symétrique qui permet d'écrouler le métal. Ce phénomène génère de la chaleur interne dans le métal du fait que les plans d'atomes glissent les uns sur les autres lors de la mise en forme. De plus, les contraintes internes se multiplient et se déplacent lorsque l'on dépasse la limite élastique du matériau, ce qui emprisonne de l'énergie interne dans celui-ci. Le procédé permet donc d'allonger les grains dans le centre du laminage et donne des propriétés mécaniques intéressantes au matériau tout en créant des points de nucléation dans la structure, donnant ainsi naissance à de petits grains pendant le revenu. Cependant, pour arriver à la création de ces nouveaux grains, il faut la génération d'un taux minimal d'énergie introduite dans le matériel, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un taux de déformation minimal, car comme mentionné auparavant, écrouir le métal génère une énergie interne dans l'échantillon. Alors, plus que le taux d'écrouissage est élevé, moins on a à donner d'énergie pour cristalliser le métal. Cela veut aussi dire qu'il faut un taux minimal de déformation, sinon les grains initiaux auront simplement la tendance à grossir et atteindre des diamètres non voulus. Il est possible justement de le constater sur le graphique de droite. Je vais maintenant vous parler du laminage asymétrique. Dans le laminage conventionnel symétrique, la vitesse à surface des rouleaux de laminage, de même que leur lubrification, sont identiques. Ainsi, le métal s'écoule de manière symétrique de part et d'autre du plan médian de la feuille. Dans le laminage asymétrique, les vitesses des faces supérieures et inférieures lors de leur passage dans les rouleaux sont différentes, ce qui induit une déformation en cisaillement en plus de la compression. Ce champ de déformation favorise la recristallisation du métal ainsi qu'une texture moins prononcée. La figure suivante illustre l'écoulement du métal lors des laminages symétriques et asymétriques. Le laminage asymétrique est donc un procédé promoteur pour la production de tôles spécialisées et à haute valeur ajoutée, notamment pour l'industrie des transports. Grâce à leur formabilité accrue, ces tôles pourraient permettre la fabrication de pièces de carrosserie de forme complexe, estampées ou abouties, ou la fabrication des sections de fuselage d'avions ou d'hélicoptères avec des faibles rayons de courbure. Je vais donc maintenant vous présenter les trois alliages à l'étude.
Ici, le 5182, qu'on peut voir la composition chimique. Ici, le 7111, incluant aussi sa composition chimique. Puis ici, le 7075, incluant aussi sa composition chimique. Je vous présente maintenant ce qui aurait pu être effectué si la crise du COVID-19 n'aurait pas eu lieu, selon l'ingénieur responsable du projet. Il aurait été question de se concentrer sur le 5182 et le 7111 du fait que les résultats obtenus avec le 7075 ne semblaient pas concluants. Pour les deux alliages, l'ingénieur me dit que le laminage en plusieurs étapes autour de 30% de réduction plus un recuit répété jusqu'à une épaisseur de 1,5 mm environ devait être à l'étude par la suite. On aurait fait un laminage toujours dans le même sens, puis on aurait fait aussi une alternance de 90 degrés à chaque 30% d'écouissage de réduction. Puis on aurait pu aussi effectuer l'essai ASTM E643, qui est des essais de pliage sur les tôles, une fois qu'on aurait eu des épaisseurs de 1,5 mm. On aurait pu comme ça comparer la formabilité des tôles. On aurait pu aussi effectuer des essais de traction et de dureté pour comparer les propriétés mécaniques des deux alliages. Puis pour finir, c'est sûr qu'on aurait fait aussi des métallos des deux alliages pour les conditions de laminage. Il est donc maintenant temps de vous présenter ma procédure expérimentale. La première étape fut de couper des échantillons de 10 mm de large, comme présenté ci-dessous. Je vais par la suite calculer le taux de réduction visé pour chacun des alliages. Justement, plusieurs taux ont été calculés pour chaque alliage en fonction du système de roulette du laminon du CMQ, qui sera, le principe sera présenté plus loin dans la présentation. Par la suite, j'ai fait des passes de laminage, puis j'ai pris la température avant et après le laminage. Par la suite, j'ai fait le calcul vrai du taux de réduction, car on n'atteint pas souvent le taux exact. Il était nécessaire par la suite de faire un recuit sur les essais ayant reçu un laminage pour justement enlever un peu de stress induit pendant le laminage. J'ai aussi fait une coupe dans le sens du laminage pour par la suite faire un polissage. Une attaque électrolytique était nécessaire avec ces paramètres-là afin de révéler justement la microstructure. Puis par la suite des choses, j'ai donc fait la caractérisation soit en prenant des duretés et aussi en faisant des observations microscopiques. Ce qui nous emmène maintenant à la partie résultats et analyse. N'ayant pas les alliages en main, les premières semaines ont donc été dédiées à se faire la main sur le laminoir, ainsi que de faire la recherche sur les alliages allant être étudiés. Ici, je vais vous présenter la méthode pour le calcul de l'ajustement des rouleaux du laminoir du CMQ en fonction du taux d'écouissage visé. En premier, j'ai pris un échantillon témoin qui était ici un allium 6061, et on va lui donner une épaisseur de 6,4. Par la suite, j'ai placé ce morceau-là entre les rouleaux du laminoir, puis j'ai serré les rouleaux à l'aide de la roulette du laminoir qu'on voit sur la photo ci-dessous. Par la suite, j'ai donc mesuré la hauteur entre les deux rouleaux, une fois le morceau pris entre les deux rouleaux. J'ai desserré par la suite la roulette afin d'enlever la pression sur le morceau, puis enlever aussi le morceau. J'ai serré complètement par la suite les deux rouleaux jusqu'à ce que je sois plus capable de tourner la roulette. J'ai retourné la roulette dans l'autre sens jusqu'à ce que, pour séparer les deux rouleaux, jusqu'à obtenir la hauteur obtenue au numéro 3, tout en calculant le nombre de tours précisément effectués avec la roulette pour arriver à la hauteur mesurée auparavant. À cette étape, on a donc une relation d'un nombre de tours X pour une épaisseur de 6,4 mm. À partir de cette relation, je vais donc maintenant vous montrer un exemple de calcul d'un taux de réduction. Si on prend, par exemple, qu'on avait effectué 17 tours et demi pour avoir justement la hauteur pour le 6,4 mm. Si on cherche à réduire l'échantillon de 10%, ben 10% de 6,4, c'est 5,76. Donc, en regardant justement le produit croisé ci-dessous, en cherchant X, on peut trouver le nombre de tours à effectuer sur le laminoir du CMQ. Un test préliminaire a donc été effectué afin d'avoir une idée de la procédure pour atteindre un taux de réduction voulu sur le laminoir du CMQ et ainsi que la méthode de polissage et d'attaque. L'essai préliminaire du 6061 que l'on voit ci-dessous
démontrait une microstructure n'ayant pas super bien été dévoilée lors de l'attaque au centre de l'échantillon. Il est question à la base de travailler avec un matériau n'ayant pas reçu aucune transformation à base. Cela dit, ce 6061 avait reçu un laminage de base ainsi qu'un traitement thermique T6. C'est ce qui explique l'incapacité de voir les grains à cœur, mais qu'on voit ceux en portrait. Avant de vous présenter les résultats des microstructures ainsi que des essais, il serait important de passer par plusieurs points qui sont à considérer. Premièrement, la méthode pour calculer le taux réel de déformation était simplement de calculer l'épaisseur avant laminage et après laminage. Il suffit ensuite de faire la soustraction de l'épaisseur initiale moins celle de l'épaisseur finale pour ensuite multiplier cette valeur par 100 pour avoir le pourcentage de réduction obtenu. Les pourcentages d'écrouissage desquels on parle dans les prochaines diapositives sont les pourcentages réels obtenus. Le pourcentage visé se rapproche de l'arrondissement de ce chiffre. Exemple, 38% d'écrouissage, l'écrouissage visé était d'environ 40%. Toutes les analyses ont été effectuées avec une lunette polarisée, sauf dans le cas où c'est indiqué le contraire. Tous les reculs indiqués ont été faits avec la procédure indiquée dans la partie de procédure expérimentale. Si un autre traitement a eu lieu, il sera indiqué aussi. Les observations sans attaque avaient pour but de regarder si on ne voyait pas la génération de fissures avant d'attaquer. Les résultats présentés dans cette partie représentent les manipulations avec lesquelles on se rapproche le plus du taux de réduction que l'on visait lors du laminage. La même procédure d'attaque a été réalisée pour chaque essai. Les valeurs aussi de température ont été obtenues à l'aide d'un thermocouple à contact de type K. Et finalement, la température initiale de chaque essai était à la température pièce, à l'exception des cas indiqués. Les premiers essais effectués avec des taux d'écrouissage 51-82 avaient pour but de voir les limites du matériau. Les écrouissages tels que 10, 25 et 50% étaient visés en premier lieu. En comparant à la structure de base, il est possible de remarquer que le 9,4% d'écrouissage ne semble pas avoir été beaucoup déformé. Cependant, l'image de l'écrouissage de 27% montre une déformation des grains comparativement à la structure d'origine. C'est à partir de l'écrouissage effectué à 53,5% qu'on assiste à du déchirement. La photo de droite est une photo des premiers essais du 6061 qui représente aussi un taux d'écrouissage à 56,5%. Exactement le même phénomène est présent dans les deux cas, une présence de déchirement. Cela a donc mené à la première conclusion, un taux d'écrouissage près de 50% à froid est trop intense pour ces deux alliages. Les structures à 50x n'ont pas été prises car la structure était trop fine pour voir quelque chose de clair. Avec l'état d'origine des échantillons, l'on s'est donc limité à un taux d'écrouissage entre 30% et en bas de 50%. En lecture, l'ingénieur responsable du projet a décidé de faire des traitements d'homogénéisation sur les échantillons avant de faire les essais, puis de tester des taux de laminage proches de 50%. Ceux-ci, qui s'approchaient d'une telle déformation, ont pratiquement tous rompu de la façon qu'on voit ici. Ce phénomène a pu se voir aussi du côté du 61-11. Les tests à 35, 40 et 45% d'écrouissage visés ont donc été effectués afin de trouver un pourcentage d'écrouissage idéal. Il est intéressant de voir l'effet de l'écrouissage en comparant ces trois structures. Des reculs plus longs et une température supérieure ont été testés afin de voir l'effet d'un tel traitement. En regardant justement la diapositive suivante, cela donne l'impression que la chaleur plus haute et le temps d'augmentation auraient permis à certains éléments de diffuser aux joints de grain, donnant une structure semblable. Cependant, aucun essai mécanique n'a été effectué sur cette structure. Selon le graphique du gain en chaleur en fonction du taux d'écrouissage, il est possible de constater que la théorie dit vrai. Lorsqu'on augmente le taux d'écrouissage, l'on voit la tendance au gain de la chaleur. Du côté du graphique de la dureté, il est possible de voir une tendance à créer une asymptote de la dureté maximale lorsqu'on atteint un taux d'écrouissage proche de 30%. Cela est spécial du fait que l'on s'attend à ce que la dureté ne cesse d'augmenter en fonction du taux d'écrouissage. Une étude plus longue sur la prise de dureté aurait pu valider cette asymptote. Pour ce qui est maintenant du 6111, il y a eu des essais à chaud sur cet alliage à la suite de la demande de l'ingénieur responsable du projet. Il y a aussi possibilité de constater que les essais à chaud du tableau des résultats présentés sur la diapositive, il y a une grande baisse de température après le laminage à la place d'augmenter. Ceci s'explique par le fait que les rouleaux sont froids lors du contact de la plaque chaude avec les rouleaux. Ceux-ci auraient donc tendance à faire descendre drastiquement la température de l'échantillon, malgré l'effort interne de la matière à se déformer. La dernière manipulation unique au 6111 fut que l'on a essayé deux passes de 30% sur un échantillon avec un recuit entre les passes. On peut observer les grains de forme très variables.
De plus, il est possible de constater que la structure semble exempte de fissures. Il est possible d'en conclure que si l'on effectue des passes de 30% avec des séquences de revenus entre les passes, il est possible d'atteindre une microstructure comme désiré. Ce qui est spécial avec ces microstructures est le fait que l'on a laminé deux fois dans le même sens et que l'on est en mesure d'observer des grains qui semblent très minuscules et d'autres qui ont des diamètres pas mal plus gros. Une structure avec des grains variés pourrait être un moyen à ce que la mise en forme du produit soit de meilleure qualité. Ceci aurait pu être testé si l'on avait effectué des tests de pH. En regardant la tendance du graphique de la température atteinte lors de l'écrouissage, il est possible de confirmer la théorie qui dit que la température augmente en fonction du taux d'écrouissage. Du côté de la dureté, comme la théorie le dit, il est possible de voir un gain de dureté en fonction du taux d'écrouissage. Cependant, il est possible de voir dans le graphique qu'il semblerait qu'en dépassant 30% d'écrouissage, la dureté commencerait à chuter. Ceci se voit aussi avec les résultats obtenus avec 56,8% d'écrouissage. L'hypothèse que ce taux d'écrouissage est un taux d'écrouissage menant à des gains en température importants lors de la mise en forme peut être levée, expliquant qu'un adoucissement du matériel se fait au même moment. Cependant, rien peut être prouvé du fait qu'on n'a pas récolté assez de données pendant les expériences pour prouver quoi que ce soit. Il est intéressant de voir dans le graphique des essais à chaud l'effet de la température de chauffage avant l'essai est bien remarquable dans ce tableau où on voit que la dureté chute en fonction de la température augmente. Pour le 70-75, l'ayant reçu à la semaine 8, il n'y a donc pas pu avoir beaucoup de manipulations qui ont pu être réalisées sur cet alliage-là. Le réactif utilisé pendant les manipulations semblait pas révéler la structure correctement. De plus, les lignes qu'on voit sur les métallographies semblent représenter une structure ayant déjà subi un laminage. Il faut que l'échantillon soit à l'état haut à la base pour pouvoir bien le caractériser comme qu'on a fait avec les deux autres alliages. Le réactif Keller était un essai qui allait être effectué dans les prochaines semaines afin de voir sa façon de réagir face à l'alliage, mais malgré le peu de résultats obtenus lors des manipulations, l'ingénieur responsable du projet semblait pencher plutôt pour les deux autres alliages pour la suite du projet. Il n'y a donc pas eu non plus de prise de dureté pour le 70-115. On va donc regarder ensemble maintenant ce qui aurait pu influencer les résultats lors des manipulations. Premièrement, on ne connaît pas la charge appliquée exacte à l'échantillon du fait que c'est une roulette qui indique rien sur les rouleaux du circuit. C'est important de savoir la charge du fait que si on dépasse la résistance mécanique de l'échantillon, ça mène plutôt à la défaillance plutôt que d'optimiser les paramètres. Les essais de base ont été faits sur 61. Donc, c'est sûr et certain que si tu changes d'alliage, la façon de se prêter à la mise en forme n'est pas exactement pareille. L'écrouissage qui est obtenu n'est pas exactement l'écrouissage visé dans tous les cas. La mesure de l'épaisseur, elle se faisait par une moyenne de 8 valeurs parce que justement les plaques, l'épaisseur n'était pas constante. Puis aussi, on aurait pu prendre plus de prises de dureté afin de confirmer les données. En guise de conclusion, ce projet a permis entre autres de me permettre de mettre en pratique mes connaissances sur un sujet ou encore dans un domaine relié à mon champ d'intérêt, d'améliorer mes connaissances au niveau du procédé de laminage, d'améliorer mes techniques de préparation et d'observation métallographique pour des alliages d'aluminium, d'évaluer sommairement divers paramètres tels que le taux de laminage, d'alliage, l'effet du temps et de température du revenu, et aussi un traitement d'homogénéisation avant d'effectuer le laminage. De rédiger une instruction de travail permettant de reproduire des résultats identiques à ceux obtenus lors des manipulations de cette expérience. De trouver les paramètres optimaux de laminage et des séquences de recuit optimisées afin de cibler un alliage optimal ayant recristallisé, d'acquérir une fierté et d'acquérir aussi une fierté d'avoir participé à un projet innovateur dans le domaine. Le rapport rédigé sera donc un bon document de référence pour le reste du projet PAP. Il aurait été intéressant de faire l'analyse de la microstructure dans le cas où l'on aurait fait un laminage dans l'autre sens. Cependant, la situation actuelle ne nous a pas permis de se rendre au bout des manipulations souhaitées. C'est ce qui marque la fin de ma présentation. Et je voudrais spécialement remercier mes professeurs de mon département, les techniciens du Cégep et du CNQ, ainsi que le CNQ. Merci.